Le parc national du Diaoling, c'est juste à la frontière avec le Sénégal. C'est le bas delta du fleuve Sénégal, où on est sur un contexte à la fois social, environnemental, qui est extrêmement particulier. Il faut se représenter ça comme un espace entièrement artificiel, mais rempli d'éléments typiques d'un milieu naturel, phacochère, des milliers et des milliers d'oiseaux, etc., qui est extrêmement riche, extrêmement divers, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental aussi. Et là, bien évidemment, dans ce milieu particulier, l'eau est un élément fondamental. C'est de toute la vie du Diaoling tourne autour de l'eau. L'eau de surface étant tellement présente, tellement visible, ben finalement, quand on parle de l'eau dans le Diaoling, on pense tous à l'eau de surface et beaucoup moins à l'eau souterraine. Donc déjà, là, il y a un aspect important, paradoxal dans cet élément. Quels sont les acteurs qu'on va rencontrer sur ce terrain-là? Alors, ça s'est limité à 3 types d'acteurs dans ce qui est présenté ici. C'est d'une part les habitants avec toute leur diversité. Ça n'est pas un groupe homogène du tout. On a une extraordinaire diversité à la fois d'origine, des gens qui sont plutôt implantés depuis longtemps dans la région, d'autres qui sont plus récents, qui ont des histoires extrêmement différentes, qui ont des activités socio-professionnelles extrêmement différentes. Et puis, dans les 2 autres groupes, on a d'un côté le parc, les autorités du parc, le personnel du parc national, qui est un acteur extraordinairement présent à la fois par le quotidien et puis par la relation en permanence avec les habitants. Et puis, on a d'autre part les chercheurs. Ce qu'il faut voir, c'est que les modes de communication entre ces différents acteurs ne sont pas du tout les mêmes, bien évidemment. Quand les habitants discutent avec les autorités du parc, c'est bien sûr avec du langage direct, mais aussi avec du langage codé, parce que les 2 côtés se connaissent extrêmement bien, vivent en permanence ensemble, etc. Donc, il y a tout un tas d'expressions qui sont du premier, du 2e degré. C'est pas tout n'est pas direct. Quand on regarde, que ce soit les scientifiques ou les gens du parc, a priori, on peut penser qu'on a le même langage, qu'on est parfaitement capable de se comprendre, on est au même niveau d'expression. Et au contraire, quand on regarde un peu les scientifiques qui viennent dans cet environnement très singulier, multiforme, là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a un langage à partager avec les habitants du parc? Et forcément, ça sera extrêmement... il y a plusieurs étapes à franchir pour arriver à comprendre les uns et les autres ce qu'on veut se dire. Voilà. Donc, de toute façon, ces acteurs ont à la fois des modes d'expression et puis des manières de communiquer entre ces 3 pôles qui sont différentes. Alors, il y a des formes de dialogue, d'échange qui sont très classiques. On va voir autour des mesures hydrogéologiques, avec des interviews classiques qu'on peut faire, que Jeanne a déjà un peu évoquées. Et puis des formes plus originales. Et là, donc, je vais revenir juste sur les cartes à dire d'acteurs de la salinité, et puis sur les vidéos. Alors, les formes classiques, voilà, typiquement, quand on fait une mesure, c'est toujours, à condition qu'il y ait des gens aux environs, c'est forcément un attracteur d'attention. Il y a les gens qui viennent pour discuter, pour savoir qu'est-ce que vous êtes en train de mesurer, pourquoi, etc. Donc même s'ils ont l'habitude de voir régulièrement les gens du parc venir faire des mesures, la présence d'un instrumentateur est un support de communication important. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça c'est quelque chose dont les hydrogéologues ont l'habitude, c'est que tout le temps de l'instrumentation, c'est un temps où on est présent, c'est un temps où les habitants des environs peuvent venir et où on peut échanger. Parce que simplement, on a besoin d'un peu de temps et qu'on a je pense naturellement, la plupart des hydrogéologues ont quand même une disponibilité pour échanger autour de cette ressource. Voilà. Donc là, c'est un côté très positif que de travailler sur ce matériau-là.
Si on regarde maintenant les formes un peu plus originales, donc les cartes à dire d'acteurs, la question c'était évidemment de se dire qu'est-ce que les gens veulent nous exprimer vraiment. Il y a un moment, ça devient un peu confus. Donc finalement, faire une carte à dire d'acteur, c'est un moyen de matérialiser cette information. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de voir la diversité des points de vue, parce que bien évidemment, les différentes personnes qui ont été interrogées, elles ne nous ont pas du tout tracé les mêmes cartes et elles n'ont pas dit la même chose, alors qu'on était toujours sur la même dune de Ziré. Donc cette diversité des points de vue, elle est aussi intéressante, parce que ça oblige à avoir du recul par rapport à l'information qui est fournie. Il n'y a pas une source, mais il y a des sources. Et puis, ben, évidemment, tout de suite, en tant que scientifique, la question qu'on se pose, mais ce que les gens nous disent, est-ce que ça correspond à ce que nous, on observe sur le conductivimètre pour se poser la question, est-ce que ce qu'ils nous disent, c'est plus salé, c'est moins salé, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc ça, c'est évidemment la première chose. Un intérêt aussi pour les scientifiques, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on peut accéder comme ça à une mesure, à une information qu'on n'a pas autrement, parce qu'on n'est pas en permanence sur le terrain, parce qu'ils font référence à quelque chose qui a été observé il y a 5 ans, il y a 10 ans, où on n'était pas là, etc. Les gens qui sont là en permanence, est-ce qu'ils n'observent pas des choses que nous, avec notre petit dispositif limité, nous ne pouvons pas voir? Donc forcément, là, pour le scientifique, il y a un énorme intérêt à récupérer de l'information. Plus, quand il y a de la motivation, de l'intérêt réciproque, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on peut lancer des actions de sciences participatives pour finalement prolonger un peu cette première approche. Il y a forcément plein de choses à faire. Et là, j'ai fait exprès de prendre, donc sur la même dune, deux cartes tracées par 2 personnes différentes, et à chaque fois, vous avez en dessous la même carte avec les mesures, nos mesures de conductivité. Le rouge, c'est les valeurs les plus faibles. Bon, donc faut se changer un peu les idées. Donc vous voyez, bien évidemment, ces 2 cartes correspondent à la même date. En bas, les 2 cartes sont totalement identiques. Et vous voyez que nos 2 interlocuteurs nous ont donné leurs représentations qui sont totalement différentes. Mais ce qui est encore plus intéressant que, alors on va dire premier degré, c'est de la diversité, point. Mais la deuxième chose, c'est que quand vous calquez leurs interprétations avec nos observations, ces 2 schémas interprétatifs, ils ne sont pas aberrants du tout. L'interprétation du premier et l'interprétation du deuxième, elles sont également écoutables. Ça nous amène aussi à nous poser la question, nous, comment est-ce qu'en tant que scientifique, on va interpréter un schéma qui n'est pas un schéma simple, hein. Cet effet de miroir qu'on évoquait un peu ce matin, là on l'a en plein dans la figure. Je pense que nos interlocuteurs n'imaginaient pas du tout à quel point ils pouvaient nous amener à réfléchir sur ce qu'ils disaient, quoi. Alors, autre chose sur les vidéos, ça c'était aussi un moment très riche, très divers, très intense, etc. On voulait avoir des points de vue différents avec l'idée que derrière on restituerait ces opinions pour servir de discussion collective. On a été remarquablement bien accueillis par des gens extrêmement différents. Et là, j'ai choisi exprès 2 personnes que j'aime bien. C'est le premier qui nous a dit, oui, mais vous allez venir comme d'habitude, vous allez m'enregistrer, me poser 3 questions, puis derrière vous repartez. Donc un a priori très réticent. Et en fin de compte, au fur et à mesure du temps, il a évolué sensiblement parce qu'il y avait un besoin de s'apprivoiser. Et puis finalement, le soir, quand on a fait un méchoui ensemble, on a passé toute la soirée à discuter ensemble. J'allais dire entre guillemets, il ne me lâchait plus parce que quelque part, le contact s'était établi et qu'il y avait vraiment une confiance des 2 côtés qui s'était instituée. Et donc ce changement, grâce à l'outil, parce que ce n'est pas par autre chose, mais pas grâce à l'outil vidéo et grâce au fait qu'on avait restitué son discours devant la communauté, sans couper, sans censure, ça c'était quelque chose qu'il avait particulièrement apprécié.
Et puis bon, là, on a une mémoire vivante, on a quelqu'un qui connaît son contexte, qui est d'une remarquable tranquillité, etc. Voilà. Et donc finalement, alors, l'intérêt, c'est bien évidemment que ça nous amène, et ça c'est ce support-là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce support vidéo, ben, il est accessible à tout le monde. Tout le monde dans le diaoling, même les gens qui ne savent ni lire ni écrire, ils regardent une vidéo, ils sont intéressés par des vidéos. Et donc si on veut communiquer, si on veut aussi faire passer leur message, c'est pas par des rapports écrits, ça les intéresse pas. C'est par ces vidéos que ce message passe beaucoup plus. Sur le diaoling, on n'est vraiment qu'au début de tout ce qu'il faudrait qu'on fasse. Il y a un travail gigantesque encore à imaginer. Mais là, on a des pistes qui sont intéressantes et avec justement des formes, des supports de communication qui sont riches et qui sont enthousiasmants. Bon, après ça, il y a parfois des délais de réalisation qu'on pourrait rallonger un tout petit peu.